Je n'oublierai jamais le bruit de la porte d'entrée qui ne s'ouvrait pas cette nuit-là. Il était 3h17 du matin quand je me suis retourné, et tendu la main de l'autre côté du lit et réalisé que Nathalie n'était toujours pas rentrée. J'ai regardé le plafond, clignant des yeux dans l'obscurité. Pas de bruit de voiture dehors, pas de cliquetis de talons, pas le son habituel des clés cherchant maladroitement la serrure. Juste le silence, froid, assourdissant. C'est là que ça m'a frappé. Pas comme un coup de poing, mais comme un poison lent que j'avais bu pendant des mois. Elle ne rentrait pas parce qu'elle ne le voulait pas. Je n'étais pas naïf, je ne voulais juste pas l'admettre. Nous étions ensemble depuis 7 ans, mariés depuis 3. J'ai 38 ans, je travaille dans une concession Chevy ici à Columbus, Ohio. Horaire correct, les commissions ont été faibles ces derniers temps, mais je m'en sors. Je ne suis pas tapa accent Graveleuil, je ne suis pas dans les bars tous les week-ends. Je suis le genre de gars qui prépare les repas le dimanche, qui sait quelles ampoules vont où, qui vérifie ses pneus avant un long trajet. Je pensais que ça comptait pour quelque chose. Nathalie disait que je la faisais se sentir en sécurité, qu'elle aimait ma stabilité. Je me souviens de la première fois qu'elle l'a dit. On mangeait des tacos de chez Condado, assis par terre dans notre premier appartement sans meubles. Elle m'a regardé et a dit, « Tu es le genre d'homme que je ne pensais plus exister. » Mais, en sécurité, a commencé à devenir ennuyeux, stable, a commencé à devenir invisible. Et j'ai remarqué. J'ai remarqué la façon dont son téléphone devait soudainement toujours être face contre table. J'ai remarqué comment elle riait à des textos dont elle ne me parlait jamais. J'ai remarqué comment elle a commencé à se pomponner davantage les jeudis, ce qui n'avait aucun sens car les jeudis n'étaient que des jours de travail normaux, pas des jours de réunion avec des clients. Il y a 3 semaines, je lui ai demandé, « Tu travailles encore tard ?» Elle a dit, « Oui, l'affaire de Dana se complique, je risque de finir tard. » Mais Dana, sa collègue, avait déjà posté une photo depuis son canapé avec son chat et une bouteille de vin à 19h. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Et j'ai fait griller du poulet pour moi tout seul et je l'ai mangé en regardant une rediffusion de The Office. Mais cette nuit-là, cette nuit précise, quelque chose était différent. Elle n'a même pas envoyé le texto habituel, à moitié fait, du genre « Ne m'attends pas éveillé ». Pas d'appel, pas d'excuse. Elle avait juste disparu dans la nuit, comme si j'étais un vieux colocataire qu'elle avait oublié de prévenir. Ce genre de manque de respect ne vient pas d'une erreur, c'est un choix, un schéma, un état d'esprit. Je n'ai pas perdu la tête. Je n'ai pas inondé son téléphone d'appels. Je n'ai pas paniqué. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai allumé les faibles lumières sous les placards et j'ai fait une tasse de café noir, comme je le fais toujours. Et je me suis assis là, les coudes sur la table, en train de digérer. Ce n'était plus du chagrin d'amour, c'était quelque chose de plus froid, quelque chose comme de la clarté. J'ai regardé autour de moi, dans notre petite maison de ville. Tout dans cet espace criait l'homme qui avait essayé. J'ai posé moi-même le carrelage de la crédence de la cuisine l'automne dernier. Je lui ai acheté ses tabourets de bar préférés dans cette étrange couleur jaune moutarde. J'ai encadré nos photos de mariage. J'ai même commencé à faire du yoga avec elle pendant le confinement, même si mes ischio-jambiers ressemblaient à des câbles d'acier. Tout cela, chaque compromis, chaque geste attentionné, était invisible pour elle maintenant. Et vous savez ce qui a fait le plus mal ? Ce n'était pas la tromperie, je n'avais même plus besoin de le confirmer, je le savais. Ce n'était même pas le manque de respect. C'était la facilité avec laquelle elle avait fait paraître tout ça. Comme si j'étais jetable. Comme si cet an pouvait simplement être laissé derrière avec des talons hauts et du brillant à lèvres. Je me suis levé, je suis entré dans notre chambre, j'ai ouvert mon tiroir et j'ai sorti le petit carnet en cuir que je gardais pour mes notes de travail. J'ai tourné à une page blanche et j'ai écrit « Nathalie, je t'ai attendu. J'ai attendu ton honnêteté, la version de toi qui m'aimait à voix haute. Mais je réalise maintenant que cette version n'existe plus. Je ne t'ai pas perdu ce soir, je t'ai perdu lentement, chaque fois que tu rentrais plus silencieuse, plus froide et plus distraite. Alors j'ai fini d'attendre. Au moment où tu liras ceci, je serai parti. Les comptes sont gelés, le bail est à ton nom. Les factures, toutes, sont maintenant les tiennes. Bonne chance avec tes dettes. Tu voulais de l'espace, tu l'as. Derek. J'ai arraché la page, je l'ai pliée et je l'ai glissée sous son oreiller. Je n'ai pas emporté grand-chose, un sac de sport avec des vêtements, mon ordinateur portable,
mon passeport et Max, notre Golden Retriever, qui avait dormi près de la porte toute la nuit comme s'il l'attendait aussi. Il m'a regardé, remuant la queue une fois, comme s'il savait déjà que nous partions. J'ai conduit jusqu'à chez mon frère Evan, dans l'est de la ville. Il était presque 5 heures du matin à ce moment-là. Les routes étaient désertes, juste moi, les lampadaires et le faible bourdonnement du chauffage dans mon camion. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me sentais calme, comme si je sortais d'une maison en feu et que je respirais enfin de l'air frais à nouveau. Au moment où elle rentrerait chez elle, probablement encore vaseuse, se mentant encore à elle-même, elle entrerait dans une maison vide. Elle appellerait mon nom et n'entendrait rien d'autre que l'écho de sa propre voix. Elle vérifierait le placard et trouverait mon côté vide. Elle verrait la gamelle de Max vide. Et puis elle trouverait la lettre. Pas de drame, pas de dispute. Juste un départ silencieux, du genre qui laisse quelqu'un avec rien d'autre que sa culpabilité et ses factures. C'est ça, la trahison. Ça ne vient pas toujours avec des cris ou des claquements de porte. Parfois, c'est juste une lente et silencieuse prise de conscience que vous dormez à côté de quelqu'un qui vous a déjà quitté émotionnellement bien avant de le faire physiquement. Et maintenant, c'est à son tour de vivre avec ça. Je suis enfin libre. Quand j'ai laissé cette lettre sous son oreiller et que je suis parti, je pensais que ce serait la fin. Mais le pire n'a pas été de partir, c'est ce que j'ai appris après être parti. C'est ça qui a vraiment tout fait voler en éclats. Parce que je n'étais pas fou, je n'étais pas paranoïaque, je n'étais pas peu sûr de moi. J'avais raison. Elle vivait une toute autre vie dans mon dos, et elle pensait que je ne le saurais jamais. Laissez-moi revenir en arrière. Ça a commencé avec un reçu, oui, un fichu reçu. 3 jours après avoir quitté la maison, je logeais chez mon frère Evan, dormant sur son futon au sous-sol, avec Max blotti près de la porte chaque nuit. Je n'avais pas touché une bière ni mangé un repas chaud depuis mon départ. Je fonctionnais à l'adrénaline et au burrito micro-ondable. Un soir, j'ai reçu une notification de notre carte de crédit commune Chase. Cette carte était censée être gelée, mais j'avais oublié la carte virtuelle qu'elle avait connectée à son Apple Pay. Le montant, 162,50 $ à The Guildhouse, l'un des restaurants les plus chics du centre-ville de Columbus. Ce n'était pas un Olive Garden ou un endroit pour l'happy hour. C'était un endroit à la lumière tamisée, où l'on s'assoit l'un en face de l'autre et où l'on se tient la main. Le genre d'endroit où l'on va quand on essaie d'impressionner quelqu'un. Et c'est là que les souvenirs ont commencé à affluer, les uns après les autres, comme s'ils attendaient juste que j'ouvre la porte. Je me souviens de la fois où elle a dit qu'elle avait un dîner de travail avec les associés, mais qu'elle est rentrée à la maison en sentant une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Je me souviens de ce vendredi soir, il y a 3 mois, où elle a prétendu qu'elle resterait chez Dana après une journée difficile, mais qu'elle a posté une story Instagram depuis l'intérieur d'un bar sur un toit. Je n'ai rien dit à ce moment-là, j'ai juste ravalé ma salive et je me suis dit que j'étais contrôlant. Il s'avère que je n'étais pas contrôlant, on se moquait juste de moi. J'ai ouvert l'application Chase et j'ai vérifié le relevé des 90 derniers jours. J'ai vu d'autres frais, 48,90 $ pour un Uber à 1h44 du matin, 29,50 $ dans un bar à narguilé sur High Street, 215 $ à l'Hilton Columbus Downtown, voyage d'affaires de 3 nuits. Tout prenait sens maintenant. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est iCloud. Nathalie n'a jamais été une personne très technologique. Je l'avais aidé à configurer son iPad il y a 2 ans, et à un moment donné, nous avions synchronisé nos 2 iCloud pour qu'elle puisse accéder aux photos sur la télévision. Elle ne l'a jamais désynchronisé. Erreur de débutante. J'ai ouvert l'onglet des photos et là, il y avait un selfie dans le miroir, lumière tamisée, elle dans une robe soyeuse de couleur grenat que je ne lui avais jamais vue, tenant un verre de vin, les cheveux bouclés, debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il était plus âgé que moi, la barbe grisonnante, bien rasée, avec une chemise ajustée. Sa main était sur sa hanche. Son sourire n'était pas faux, il était sincère. Ça, c'était le coup de poignard. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque séjour à l'hôtel, chaque reçu de bar, chaque trajet en Uber au milieu de la nuit, chaque photo. Je n'allais pas la confronter, non. Je voulais comprendre. J'avais besoin de l'image complète. Alors j'ai appelé quelqu'un que j'aurais dû écouter il y a des mois, ma sœur Jamie. Jamie n'a jamais aimé Nathalie. Elle disait toujours, cette fille fait la douce, mais elle a des secrets. Crois-moi. J'avais mis ça sur le compte de la jalousie ou des trucs de sœur. Mais j'avais tort.
Elle n'était pas jalouse, elle était observatrice. Nous nous sommes assis dans un Waffle House, oui, celui de Morse Road. J'ai apporté mon ordinateur portable, j'ai ouvert les fichiers et j'ai tout montré à Jamie. Elle n'a pas jubilé, elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle a juste dit, Derek, tu sais que ça ne vient pas de commencer. Ça dure depuis un moment. Tu étais juste trop gentil pour le voir. Et elle avait raison. Je me suis souvenu de notre anniversaire l'année dernière, quand elle a oublié de me donner ne serait-ce qu'une carte. Je me suis souvenu quand elle a commencé à m'appeler, colocataire, en plaisantant. Je me suis souvenu comment nous faisions des pancakes ensemble le dimanche matin et comment cela s'est lentement transformé en grasse matinée jusqu'à midi, m'ignorant pendant que je cuisinais seul. Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain, c'était une lente érosion, comme la rouille qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que toute la tuyauterie éclate. J'ai fait quelques recherches supplémentaires, j'ai posé des questions, discrètement, avec respect. Il s'est avéré que l'homme sur la photo, son nom était Brian Whitmore. Divorcé, la quarantaine, il travaillait dans le conseil en informatique. Il avait fait quelques missions dans l'entreprise où travaillait Nathalie lors d'une transition technologique. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et devinez quoi? Elle ne couchait pas seulement avec lui, elle était impliquée avec lui. C'est-à-dire qu'elle avait passé le week-end de Thanksgiving à rendre visite à sa tante malade, dans le Michigan, mais en réalité, elle s'était envolée pour Charlotte, en Caroline du Nord, avec Brian pour un week-end de dégustation de vin. Comment je le sais? Parce que j'ai vérifié ses miles Delta Sky Miles. Oui, c'est aussi loin que je suis allé. À ce moment-là, je n'étais même plus blessé, j'étais simplement stupéfait par le niveau de détail de sa seconde vie et par sa capacité à me faire sentir comme si j'étais le problème. Parce que c'est ça qui a fait le plus mal, pas la tromperie elle-même, mais comment pendant des mois elle m'a fait douter de moi. Elle disait que j'étais émotionnellement indisponible, elle disait que j'étais trop concentré sur le travail, elle disait que je vieillissais et que je ne comprenais pas comment garder les choses fraîches. Pendant ce temps, c'est moi qui lui préparais le dîner, qui réparais sa crevaison, qui payait ses prêts étudiants et qui couvrait le loyer quand ses heures étaient réduites. Elle a construit toute une relation parallèle pendant que je maintenais la fichue maison en état de marche. Et la partie qui m'a vraiment brisé, un de ses derniers textos avant mon départ était « Tu ne comprends tout simplement pas. J'ai besoin de me sentir à nouveau vivante. » Vivante? Je suppose que mentir, se faufiler et tromper lui donnait un pouls. Mais plus maintenant. Parce que je ne regrette pas d'être parti, je regrette de ne pas être parti plus tôt. Je regrette d'avoir laissé quelqu'un me manipuler en me faisant croire que je n'étais pas suffisant, alors que j'étais plus que ce qu'elle méritait. Et maintenant, elle est coincée avec l'homme qui savait qu'elle trompait son mari et qui a quand même continué. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur eux deux. Moi, je reconstruis. En silence, patiemment. J'ai fermé nos comptes, annulé son accès au crédit, gelé les cartes. J'ai appelé son organisme de prêts étudiants et je me suis retiré comme garant. Maintenant, elle devra faire de vrais paiements, avec intérêt. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement rassemblé les preuves et j'ai tout laissé brûler derrière moi. Elle a joué un jeu, j'ai simplement arrêté de jouer. Elle est entrée dans une maison vidée, pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas pu fuir elle-même. La porte d'entrée se referma derrière elle avec un clic, comme toujours, sauf que cette fois, il résonna. Pas d'aboiement de chien, pas d'odeur de café, pas le poids d'un jugement silencieux venant de moi. Juste le calme, froid, bruyant et final. Nathalie entra dans ce salon comme si c'était un territoire inconnu, comme si quelqu'un était entré par effraction et avait emporté la vie qu'elle avait l'habitude d'ignorer. Mais personne n'était entré par effraction, j'étais simplement parti. Elle laissa son sac sur le comptoir comme si de rien n'était. Elle était probablement déjà en train de préparer une excuse dans sa tête, peut-être quelque chose de vague, peut-être de dramatique. C'est comme ça qu'elle fonctionnait. Elle commencerait par un « Tu es dramatique, Derek. » J'avais juste besoin d'air. Ou peut-être ajouterait-elle des larmes, je me sens perdu et je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Trop tard. Ce navire n'a pas seulement appareillé, il a coulé. Elle traversa la cuisine. Pas de dîner, pas de verre de vin à moitié bu en attente. Juste des comptoirs impeccables et une gamelle de chien vide. Elle se figea. Max était parti. Elle appela son nom, s'attendant probablement à entendre ce doux coup de queue venant du coin. Rien. Juste le bourdonnement du réfrigérateur.
C'est là qu'elle réalisa, quelque chose n'allait pas. Elle se précipita à l'étage, la porte de la chambre déjà ouverte, la couette à moitié relevée, comme si quelqu'un avait fait le lit pour la dernière fois. Et c'est là qu'elle la vit, la lettre, pliée, glissée sous son oreiller. Pas caché, pas dramatique. Juste là, comme un avis de décès. Elle l'ouvrit, lut la première ligne, Nathalie, je t'ai attendu. Je n'étais pas là pour voir son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose de pire, le regret. Pas le regret d'avoir triché, ni même le regret d'avoir été découverte. Mais le regret de réaliser qu'elle avait perdu la seule personne qui la soutenait vraiment. À ce moment-là, j'étais à Cincinnati, à 1h30 de route, assis sur le porche arrière de la maison de mon frère, buvant du café noir dans une tasse ébréchée de l'Ohio State, regardant Max chasser les écureuils comme s'il ne venait pas de laisser derrière lui toute une zone de guerre émotionnelle. Je ne l'ai pas bloqué, pas encore. Je voulais voir ce qu'elle ferait. Il lui fallut 2 heures pour m'envoyer un texto, « Derek, où es-tu ? S'il te plaît, parle-moi. » Non. Puis un autre, « Je suis rentré et tout est parti. Tu vas bien ? Max est avec toi. » Comme si elle s'en souciait. Puis vint le vrai message, « Tu as gelé les comptes. » Qu'est-ce qui te prend, Derek ? Je ne peux pas payer le loyer seul. Ah, voilà. Pas un, je suis désolé, pas un, je t'aime. Juste la panique pour l'argent, pour le loyer, pour les conséquences. Voyez-vous, j'avais déjà tout prévu. Ce bail, uniquement à son nom. Lorsque nous avons renouvelé l'année dernière, elle voulait de la liberté. Je l'ai laissé en assumer la pleine propriété. J'étais juste celui qui le payait, en silence, chaque premier du mois. Cette carte Chase, j'étais le titulaire principal. Je l'ai annulée. Les services publics, changés de mon nom. Ces prêts étudiants, pensait-elle que je continuerais à les couvrir parce que j'avais le meilleur emploi ? Non. J'ai retiré ma qualité de garant le matin même de mon départ. Ça a pris 15 minutes par téléphone. Tout ce qu'elle avait construit sur mes efforts, avait disparu. Pas par cruauté, par justice. Elle pensait que je serais toujours le filet de sécurité, qu'elle pourrait tomber et que je la rattraperais à chaque fois, peu importe combien de fois elle sautait dans les bras d'un autre. Plus maintenant. Les textos continuaient d'arriver, « Derek, j'ai fait une erreur. S'il te plaît, parlons. On peut prendre un café ? S'il te plaît, tu me manques. Nous me manquons. » Ce n'était pas moi qui lui manquais, c'était la version de sa vie que je rendais facile. Je l'ai laissée avec exactement ce qu'elle avait choisi, la liberté. La liberté de tricher, la liberté de mentir et la liberté de découvrir comment survivre par ses propres moyens. Une semaine passa, puis 2. Elle essaya d'appeler, je n'ai jamais répondu. Elle envoya de longs messages, des paragraphes d'acrobaties émotionnelles, essayant de se peindre comme la petite fille perdue qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Mais la vérité, c'est qu'elle le savait. Elle voulait le confort sans la responsabilité, la passion sans la loyauté. Elle voulait vivre 2 vies, et quand je lui en ai finalement donné une, elle n'a pas pu le supporter. Et pendant qu'elle luttait, j'ai commencé à reconstruire. Lentement mais intentionnellement. J'ai pris une chambre dans le nouvel appartement de mon ami Kyle en attendant de trouver quelque chose de permanent. J'ai pris un travail supplémentaire en faisant des évaluations de voitures pour des compagnies d'assurance, des revenus supplémentaires. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, tous les matins. J'ai même commencé à voir une thérapeute dans une clinique près d'Oakley Station, la première fois que j'y allais. Elle m'a dit quelque chose qui m'est resté, ils ne t'ont pas abandonné, Derek. Ils t'ont libéré. Bon sang, elle avait raison. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message de Nathalie. Pas de « bonjour », pas de drame. Juste une capture d'écran de son avis d'expulsion. J'ai peur. Je ne peux pas me le permettre seul. Je n'ai jamais pensé que tu me quitterais vraiment. Et voilà, sa vérité. Elle n'a jamais pensé que je partirais parce que je restais toujours. Je suis resté quand elle m'a fait me sentir invisible, je suis resté quand l'affection a disparu, je suis resté quand elle a commencé à se pomponner pour sortir le soir et à cacher son téléphone comme si c'était Fort Knox. Je suis resté à travers la manipulation émotionnelle, l'abandon émotionnel et le faux espoir. Mais à la seconde où j'ai cessé de rester, elle s'est effondrée. Maintenant, c'est elle qui est seule, regardant la porte, se demandant si je reviendrai. Et moi, non seulement je vais bien,
mais je vais mieux. J'ai mon propre appartement à Hyde Park. Espace propre, pas de désordre, nouvelle vaisselle. Max a un petit lit pour chien près de la fenêtre maintenant. Je vais au parc pour chien le dimanche. J'ai recommencé à cuisiner, juste pour moi cette fois. Parfois, je passe devant The Guildhouse, au centre-ville, le même endroit où elle avait l'habitude de l'emmener. Je ne ressens plus rien, juste du soulagement. Parce que je suis parti avant de me perdre complètement. Ses amis ont cessé de m'envoyer des messages. Sa mère a cessé de me suivre sur Instagram. Ça me va. Qu'il croit la version de l'histoire qu'elle a racontée. Je ne dois rien à personne. J'ai juste laissé une lettre et le silence. Et ce silence en disait plus que n'importe quelle dispute, n'importe quelle discussion ou n'importe quel plan de vengeance ne pourrait jamais le faire. Parce que je n'ai pas ruiné sa vie, elle l'a fait. J'ai simplement cessé de la sauver d'elle-même.